Pour finir cette journée, ce qui nous a semblé, c'était, merci. Ce qui nous a semblé, c'est que c'était intéressant de regarder aussi, de discuter sur le lien qu'on pouvait faire entre les attentes des concitoyens et les attentes des producteurs. Voilà. Et donc, on a organisé une table ronde où on a invité trois intervenants. Donc, alors, Monsieur Hervé Gillet, qui est sénateur de Gironde, euh, Madame Stéphanie Flamand, On va vous qui est inviter à venir. agricultrice, représentante de la FOP, la Fédération des oléoprotéagineux, et Joël Bouey, qui est président des vignerons coopérateurs et président de la cave de Clémont, dans le Gers. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Euh, le contexte, il est assez simple quand on parle de réduction d'usage phyto. C'est qu'en fait, on a une forte demande sociétale. Et face à cette demande sociétale, on voit qu'on a des progrès qui sont en route, mais qui avancent souvent de façon un peu lente. Au moins, au regard de ce qu'on peut situer comme ces demandes sociétales, à voir si ces demandes sont fondées. Alors, pour commencer, je vais peut-être vous demander, monsieur le sénateur, de nous situer un petit peu comment vous percevez ces attentes, hein, et quels enjeux vous voyez à des stratégies de réduction des phytos sur le territoire qui est celui de la Gironde. Merci. Oui, effectivement, je suis sénateur de la Gironde, donc département hautement viticole, qui subit malheureusement comme d'autres une crise particulièrement sévère. Et c'est intéressant aussi de mettre ces éléments en perspective. Du fait de ces spécificités, il y a eu un certain nombre de travaux qui ont été conduits pour réduire ce qu'on appelle les conflits d'usage et les conflits de proximité à tous les niveaux. Et c'est intéressant de les mettre en perspective parce que derrière ces conflits, il y a la question de comment on essaye d'accompagner à ce moment-là les politiques, que ce soit d'assolement ou les pratiques culturales, pour effectivement les diminuer. Alors, le conflit le plus ouvert qui a été mis et travaillé, c'est le conflit avec les milieux urbains. C'est un département qui aujourd'hui a tendance à se densifier. Et donc, cette conflictualité de plus en plus forte aujourd'hui entre des zones cultivées et des zones urbaines, avec ce qu'on appelle des périmètres de protection par rapport au traitement, qui ont permis de développer ce qu'on appelle des chartes, une charte commune, travaillée notamment avec la Chambre d'agriculture, mais pas exclusivement, de bonnes pratiques, qui aujourd'hui s'inscrit dans des documents d'urbanisme, que ce soit les plans locaux d'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme intercommunaux, et notamment aussi les SCOT, les schémas de cohérence et d'organisation territoriale, qui aujourd'hui travaillent aussi sur ces sujets-là pour définir, au travers d'une zone pourpre, ce qu'on appelle une zone viticole, des règles d'usage pour essayer de créer des niveaux d'acceptabilité. Mais ça monte de plus en plus en puissance. Il y a eu quelques événements d'ailleurs qui ont fait la une de l'actualité sur ces sujets-là. Le deuxième sujet qui est beaucoup plus commun, il n'est pas exclusivement au niveau de la Gironde, et vous l'avez tous en tête, c'est que le sujet de l'eau aujourd'hui est un sujet qui devient de plus en plus sensible. Il y a une conscience collective de plus en plus forte sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, il y a des interrogations de plus en plus fortes de la population, des décideurs sur les problèmes de quantité et de qualité des eaux. Et derrière ça, il y a bien sûr des interrogations aussi sur tous les usages de l'eau, mais toutes les pratiques aussi culturelles. Et le fait que chaque jour qui passe fait qu'on ferme des aires de captage d'eau et on est obligé d'en trouver des nouvelles pour pouvoir alimenter la population en eau potable. Et là, cet élément-là est vraiment de plus en plus prégnant, de plus en plus fort. Je vous le dis, il y aura très certainement et assez rapidement des prises d'initiatives gouvernementales ou parlementaires pour accélérer la protection des aires de captage. Aujourd'hui, il y en a certaines d'entre elles qui sont d'ores et déjà prioritaires, avec déjà des mesures de protection qui ont été mises en place, sur lesquelles on pourra revenir. Mais on va vers une augmentation de la protection des aires de captage au niveau national. Forcément.
Parce que derrière ça, vous avez tous conscience que on a de plus en plus de pollution diffuse qu'on retrouve dans les eaux. Plus vous êtes sur des eaux de surface, plus il peut y avoir des problèmes de pollution à ce niveau-là. On a ensuite les problèmes des métabolites, c'est-à-dire que la molécule se casse et on va la retrouver. Plus un autre élément qui monte en puissance, aujourd'hui les PFAS, qui n'est pas forcément là lié à des pratiques agricoles, mais qui est lié à des process souvent industriels. Mais à la différence, et c'est une différence d'importance, c'est que les PFAS sont des polluants éternels, alors qu'il y a des rémanences qui sont beaucoup plus courtes. Pour d'autres produits à caractère polluant, prenons l'exemple du glyphosate, la rémanence est très faible. On oublie toujours de le dire, mais c'est quand même un fait. La rémanence est très faible. Donc, en tout cas, ces sujets-là montent hautement en puissance. Les PFAS, malheureusement, la pollution se concentre bien sûr dans ce qu'on appelle les vallées de la chimie, mais la pollution se diffuse par l'air. Et la concentration dans les sols, puisque c'est permanent, s'agglomère de plus en plus et peut poser problème. Bref, ces sujets-là sont de plus en plus puissants et aujourd'hui, il y a véritablement un ensemble de parties prenantes qui réfléchissent pour comment accompagner à ce moment-là et notamment les agriculteurs pour faire évoluer les assolements, les pratiques culturales et permettre de créer les conditions d'une protection des aires de captage. Donc ça renvoie à une des questions que vous aviez commencé à mettre en perspective, sur les services rendus environnementaux d'une manière générale, c'est-à-dire comment on les finance aujourd'hui. Les PSE, les MAEC sont souvent cités, mais quand on y regarde d'un peu plus près, la politique des moyens est quand même insuffisante sur ces sujets-là, et donc il faut essayer d'imaginer et d'inventer aussi peut-être de nouvelles propositions, de nouveaux cercles un peu plus vertueux. D'accord. Alors, avant d'en venir aux questions des moyens, par rapport à la priorité qu'il faut donner justement à ces stratégies ou à ces politiques de réhabilitation de la qualité des eaux ou de diminution des usages phyto, selon les appellations qu'on veut choisir. Côté producteur, comment vous appréhendez un petit peu les choses, et comment vous imaginez que ça puisse se faire et dans quelles conditions, Alors, Madame Flamand. Bonjour à tous. Bon, d'abord, merci pour l'invitation. On est toujours content de pouvoir donner notre avis et de participer à ce genre de séminaire. L'agriculteur, les agriculteurs en général, ont toujours été habitués à s'adapter avec l'environnement et avec la société dans laquelle on évolue. Il ne faut pas oublier que le terrain, l'extérieur, c'est notre bureau. Donc on a beaucoup de chance, on a un très beau bureau. Donc l'idée, c'est de le maintenir et de le conserver et d'arriver à l'améliorer autant qu'on peut. J'aimerais d'abord remettre les choses bien à leur place. On a en France l'agriculture la plus durable au monde d'après la FAO. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la FAO. Donc on ne peut pas dire non plus, parce que depuis ce matin, on parle de réduction de produits phyto, mais on a déjà fait un grand chemin. Et depuis, je suis allée rechercher les chiffres, mais entre 2009 et 2021, la part des quantités de substances actives classées CMR a baissé de plus de moitié. Donc, je pense que là, les agriculteurs vous montrent qu'on est capable de s'adapter et qu'on s'est déjà adapté. Le changement, on est déjà en train de le faire. Alors, j'entends bien que vous avez des préoccupations qui, effectivement, nous touchent aussi, puisque l'eau, tout le monde est concerné par l'eau. Et en effet, il faut peut-être continuer encore à faire une agriculture encore plus vertueuse, mais avec quels moyens? Parce qu'effectivement, c'est un besoin sociétal, c'est pas seulement un besoin de l'agriculteur. Et donc, si c'est un besoin sociétal, il faut que la société participe, il faut que la société nous aide, parce qu'en fait, on ne peut pas, nous seuls, prendre en charge tous les coûts que ça peut engendrer, voire les pertes de rendement. Et côté viticulteur, Monsieur Bey, vous... La réalité, et merci encore effectivement de pouvoir nous donner la parole, et bonjour à toutes et à tous. Et dans le droit fil de ce qui vient d'être dit, on a le plus beau bureau qui puisse exister, mais le plus beau bureau, il est très souvent soumis aux aléas climatiques. Et
par le biais du changement et du réchauffement, les à-coups s'accentuent. Et aujourd'hui, pour ce qui nous concerne dans la filière viticole, on sort de 4 années de production un peu difficiles, 21, 22, 23, 24. Et je dirais qu'aujourd'hui, notre priorité pour 2025, si on veut encore garder des vignerons dans certaines régions, ça va être d'avoir une récolte. Et donc, avec le challenge un peu schizophrénique par rapport au thème de la journée, est-on en mesure de prendre des risques de réduction de phyto, quand en même temps, on a l'obligation absolue de produire cette année. Et donc, on vit avec ça. Et ça fait quelques années maintenant, et Madame vient de le rappeler, ces efforts-là de réduction d'utilisation de phyto, c'est également vrai en viticulture. Et c'est un sujet qu'on partage tous les jours et qu'on essaie d'accompagner au mieux. Alors nous, à travers les caves coopératives, mais pour un bout, les chambres d'agriculture y participent aussi assez régulièrement, à travers les avertissements que nous recevons régulièrement. Et effectivement, c'est un accent sur lequel nous travaillons de plus en plus fortement, qui concerne aussi la façon dont on utilise des produits phyto, des moments dans la journée où on les utilise, aux heures d'utilisation, là où ils ont une efficacité optimale, qui sont quelquefois des horaires un peu décalés pour le coup par rapport à la vie normale des gens, y compris pour des voisins néo-ruraux. Alors c'est tout le paradoxe. Ils interprètent ça parce qu'on va traiter la nuit, que c'est le meilleur moment pour traiter, qu'on a des choses à cacher. Donc, on a aussi des explications à faire passer à ce niveau-là de compréhension, alors que c'est pour l'intérêt général finalement, parce que c'est les moments où la plante est la plus réceptive et qu'on peut justement moduler les doses le plus facilement. Donc tout ça, c'est des enjeux extrêmement importants, cette pression météo, qui va de pair effectivement, avec cette volonté absolue, et y compris dans des cheminements un peu plus vertueux et environnementaux, des gens qui basculent vers le bio, des gens qui vont vers le HVE, et qui se mettent des contraintes supplémentaires, mais qui peuvent quelquefois handicaper le revenu final. Et sachez que je suis président de la Fédération des caves coopératives, c'est aussi un enjeu pour les caves coopératives, parce que si les vignerons ne produisent pas, c'est aussi des charges de structure qui s'agglomèrent sur les hectares restants et qui peuvent remettre en question la survie de l'entreprise par elle-même. Donc, c'est un peu schizophrénique comme sujet. Mais notre challenge, c'est d'être capable de le relever, justement. Alors, comment vous voyez, quels sont les outils dont vous avez besoin pour pouvoir relever ce challenge? Parce que vous avez évoqué les outils techniques, ça sera suffisant ou est-ce qu'il faut aussi coupler ça à des mesures d'accompagnement et à du financement et sous quelle forme? Je vais répondre un petit, si ça ne vous dérange pas. Alors, l'outil assurantiel, puisqu'il en est quand même la question depuis le début de la journée, je pense que l'outil assurantiel peut en effet aider, même si, effectivement, vous dites aussi que pourquoi pas d'autres aides, comme des subventions. J'aimerais aussi dire qu'à l'origine, la PAC a été installée pour nous aider à passer un cap difficile. Le cap difficile, visiblement, il n'est pas passé. Et en fait, ça nous fait vivre avec des subventions, avec des indemnités. En gros, on ne vit pas de notre métier, on vit grâce à l'aide qu'on reçoit. Déjà là, il y a un problème. Ce qu'on voudrait, c'est pouvoir vivre de notre métier, de le faire de la manière la plus vertueuse possible, et qu'en plus, ça convienne à tout le monde. Mais donc, partir sur des aides de subvention, on entend bien ce que dit le citoyen de la PAC, c'est que l'Europe distribue de l'argent aux agriculteurs qui polluent. Je vous l'ai fait très courte, mais j'ai résumé. Voilà, donc si ça part sur des subventions, sur de l'aide comme celle-ci,
ça finira par diminuer et après, le coût final reviendra à notre charge. Et j'aimerais vous donner un exemple d'une culture qui a quasiment, alors pas disparu parce qu'on en fait encore, mais je me souviens que quand je me suis installée il y a 15 ans, je faisais de la févrole. La févrole, elle partait où? Elle partait en Égypte, en alimentaire. Et alors, donc, j'ai dû aller rechercher parce qu'il y a un petit bout de temps qu'on a arrêté. La févrole, aujourd'hui, on n'arrive plus à la faire généralement à des débouchés alimentaires parce qu'on a une petite bête qui s'appelle la bruche qui a l'intelligence de venir faire ses petits œufs dans la graine. Comme ça, au moins, ils sont tranquilles, ils sont loin des ravageurs. Et il faut savoir que la bruche, elle est très active à partir d'un certain degré. Elle est à partir de 25 degrés, elle est très active. Et donc, il fallait traiter à ces moments-là. Les produits qui étaient efficaces ont été retirés, ce qui fait qu'aujourd'hui, en alimentaire, enfin, la France a perdu le marché alimentaire égyptien. Ce que je veux dire, c'est que quand on se met des freins tels que réduire les phytos, oui, c'est une bonne solution, mais attention à l'avenir de la plante et du coup de nos marchés. Monsieur Gillet, vous voulez... Oui, alors bon, ce sont des sujets majeurs qui sont aujourd'hui discutés à différents niveaux, sur notamment la question de l'assurance récolte, avec toutes les questions qui sont derrière, les réserves de précaution, les procédures comptables qu'on peut essayer de trouver pour atténuer et pouvoir faire le dos rond à certains moments. Moi, personnellement, je suis plutôt partisan d'une assurance récolte au niveau national et qui est l'assiette la plus large possible, parce que le régime assurantiel ne fonctionne qu'avec une assiette large. Voilà. Bon. Alors, je comprends bien que les modèles sont très différents, que dans l'individualisation de certains modèles économiques, certains ont fait des choix qui sont très différents. Donc, de passer d'un modèle unique à un modèle très diversifié, c'est compliqué. Ça peut s'entendre, il n'y a pas de souci. Néanmoins, ayons toujours ceci en tête. Plus vous avez une assiette qui est large, meilleure elle est. Après, la question qui se pose, c'est est-ce que le régime assurantiel peut arriver à répondre à des limites d'adaptation climatique? Nous, c'est ce qui se passe en Gironde. Quand le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, à l'époque, était descendu après d'abord le gel, la grêle, le mildiou, on avait tout eu, pratiquement la même année, avec des poussées de mildiou absolument considérables. Il en était presque à dire qu'on était à une limite de l'adaptation climatique du vignoble bordelais par rapport à ces enjeux. Et donc là, ça remet un peu en question de la capacité assurantielle. De toute façon, la capacité assurantielle en fonction des enjeux et des risques, elle est clairement posée à multiniveau aujourd'hui. Vous avez des communes qui n'arrivent plus à s'assurer parce qu'il y a des risques qui se multiplient aujourd'hui. Vous avez des zones à risque au niveau des inondations, etc., où les assurances également se retirent. Donc on voit bien que le modèle assurantiel, de toute façon, a aussi ses limites par rapport à ce qui est à assurer dans un rapport coût-bénéfice. Toujours avoir en tête également cet élément-là, le rapport coût-bénéfice. Qu'est-ce que ça nous coûte véritablement en assurance et quel type de bénéfice on va en sortir? Néanmoins, je pense qu'il faut quand même aller un peu plus loin sur ces sujets-là. Je voudrais terminer sur un point, si vous me le permettez. Je vais juste donner un exemple idéalisé volontairement. Sur les problématiques de l'eau et de protection des périmètres, aujourd'hui, vous avez des grands syndicats, notamment sur l'Île-de-France, qui ont les moyens, avec les collectivités locales et territoriales, de pouvoir accompagner le changement des assolements et des processus de culture, en surabondant les financements classiques de PSE et de MAC, pour le coup. Et donc, vous avez un ensemble des centaines et des milliers d'hectares qui ont été reconvertis au niveau du bio, en récupérant bien sûr les productions, les réintroduisant en circuit court dans toutes les cantines collectives. Bon, alors évidemment, quand on en est là, j'idéalise volontairement, mais c'est quand même le cas, ça peut exister. Ça veut dire que ces sujets-là, il faut quand même les travailler. Il peut y avoir, à certains moments, des propositions que l'on peut faire qui sont assez vertueuses, de reconversion, d'adaptation, et en essayant d'introduire le plus rapidement possible les productions dans un modèle de circuit court, mais qui du coup, et j'en terminerai là, vont consolider le modèle économique de l'exploitation. Parce qu'au bout du bout, et je le dirai toujours, on ne peut pas demander à des agriculteurs des contraintes trop fortes qui rendraient impossible l'adaptation de leur modèle économique et concurrentiel. Donc il faut toujours avoir une réflexion qui soit équilibrée pour que les modèles puissent s'adapter, sinon ça ne marchera pas.
D'accord. Mais alors, est-ce que si on pousse au bout, est-ce que ça veut dire que les viticulteurs, en fait, doivent systématiquement développer d'autres activités agricoles? Et comment, Monsieur Bey, vous en pensez quoi? Alors, venant d'une région où on est traditionnellement en polyculture, faire d'autres productions, ça nous paraît assez naturel. C'est ce que je pratique tous les jours, puisque j'ai aussi de l'arboriculture et des céréales. Donc, c'est notre vie quotidienne. Mais en réalité, et pour rebondir sur ce qui a été dit il y a quelques minutes, avec les sujets de la PAC, et dans la présentation qui nous a été faite juste précédemment, il y a le dernier point qui était présenté à un moment donné, et on ne s'y est pas étendu dessus, c'est qu'il était difficile d'associer les acteurs de l'aval. En réalité, ce sujet de la prise de risque, là, on est dans un sujet de la production, mais on est absolument incapable de le répercuter au commerce et sur la valeur des produits. Le sujet de la PAC, on nous pointe du doigt quelquefois parce qu'on touche des aides à l'hectare ou autre, mais c'est quelque part quand même une subvention à une alimentation moins chère. Et donc, le consommateur aujourd'hui, est-ce qu'il est prêt à mettre quelques sous de plus pour accompagner ces démarches-là? Est-ce que le consommateur, qui ici va s'engager à aller expliquer à des consommateurs ou à poser la question s'ils sont capables de mettre quelques euros supplémentaires au prétexte que le producteur a pris des risques qu'il a moins traités et que donc la capacité à produire à la fin était un peu aléatoire? Je mets au défi quiconque. La réponse, je la connais d'avance. Le consommateur, pour lui d'ailleurs, la question des traitements, ce n'est pas un sujet. Donc ça n'existe pas dans Alors, le processus de production. Si ce n'est pas le consommateur qui paye, qui doit payer? Et c'est là qu'on en revient à notre problématique de l'assurance qui se fait le plus petite possible, y compris sur l'assurance récolte classique. Là, je pense que, alors je ne sais pas s'il y a des assureurs dans la salle qui m'excusent d'avance. Il y en a quelques-uns. Mais ils sont là, très bien. Ils ne se bousculent pas au portillon pour venir assurer des agriculteurs en assurance climatique actuellement. Dans les conditions qu'on traverse, et c'est très simple. Dans ma cave, en 2020, il y avait 90% des surfaces assurées en assurance récolte. En 2025, là, des inscrits, puisque les contrats sont passés, on est à 25%. Donc l'assurance récolte, c'est une réussite totale. La preuve, on est passé de 90 à 25. Donc le problème, c'est est-ce qu'on va aller chercher des PSE ou des MAEC? Ben, ce n'est pas une fin en soi, malgré tout. Moi, j'ai plutôt envie de vivre des hectos que je produis. Et donc, on est dans cette problématique-là, à la fin, que ce n'est... Alors, on peut aller chercher des aides publiques, oui, on va se battre pour les derniers euros qui restent, et j'entends dire tous les jours que les budgets se serrent et que dans tous les ministères, mais à mon avis, ce ne sera pas une solution à la fin. On a besoin d'envisager autre chose, d'être beaucoup plus précis dans nos pratiques, dans l'accompagnement. Alors peut-être que demain, l'intelligence artificielle ou autre va amener quelques solutions qu'on n'avait pas envisagées encore. Bien sûr, le travail sur des cépages résistants qui vont conditionner le fait qu'on va être moins interventionniste sur les problématiques cryptogamiques. Tout ça, c'est des enjeux sur lesquels on doit aujourd'hui avancer très vite, très fort. Parce que là, pour le coup, la nature, elle va plus vite que nous. D'accord, donc vous venez d'amener déjà une conclusion à notre projet, puisque nous, on travaillait plutôt sur le développement d'une assurance et l'élargissement de l'assurance au risque sanitaire, ou au moins au risque qui serait lié à la diminution des usages phyto. Alors, est-ce que, en fait, si je reviens un peu au point de départ, est-ce que c'est une perspective qu'il faut continuer à creuser ou pas? Puisque nous, on a quand même, à ce stade, on identifie bien les difficultés qu'il y a à mettre en œuvre ce type de démarche, hein, à élargir la couverture assurantielle. Et si on ne va pas dans cette voie-là, est-ce qu'il y a des outils ou des stratégies à privilégier? Madame Flamand, et puis après, Monsieur Gillet.
ce que je voulais dire, c'est quand même que depuis ce matin, on a quand même eu des belles présentations. Il y a quand même des outils qui existent déjà. Je pense par exemple à Mileos, qui est un OAD pour le mildiou sur les pommes de terre. Et ensuite, je ne connaissais pas celui de... attendez, je reprends. Celui de Xarvio, qui est aussi très intéressant. Et je pense qu'effectivement, ce qui va nous permettre de réduire les phytos, puisque la question est bien là, c'est de savoir créer des outils qui sont capables de répondre à notre besoin. Mais là où on a quand même vu les limites, et malheureusement, bien heureusement pour cette présentation aujourd'hui, malheureusement pour nous agriculteurs, 2024 vient de passer. 2024 est quand même une année très particulière et on se rend bien compte que dans tous les systèmes qui ont été présentés, 2024, même si on avait suivi une OAD, le résultat n'aurait pas été là. Ce que je veux dire, c'est qu'à année exceptionnelle, est-ce que les OAD qu'on va créer, qu'on va mettre en place, etc., est-ce qu'à année exceptionnelle, l'OAD sera capable, dans le futur, de nous aider réellement? Parce qu'il ne faut pas oublier que si on réduit les phytos, le risque, c'est quand même l'objet majeur, c'est qu'on a des rendements en baisse, en dehors des charges. Et donc, on va livrer moins de tonnage à nos OS. On a en France quand même des outils de transformation qui fonctionnent super bien. Je pense au colza. Le but, c'est d'avoir un approvisionnement national, de saturer nos outils avec notre production française pour éviter les imports, pour améliorer notre souveraineté nationale. Si l'objectif de baisser les phytos prône la décroissance et le risque de ne pas alimenter, et donc de devoir aller chercher les graines sur le marché extérieur, parce que ça veut dire que dans ce cas-là, on va devoir importer. Et bien là, on a un souci. Le but, c'est que ce n'est pas que le monde agricole, que les agriculteurs. Il faut penser aussi à nos usines qui fonctionnent aujourd'hui et qui ont un système de production qui fonctionne très bien pour certaines, en tout cas. Par rapport à votre question sur les assurances, n'abandonnez pas. Parce que le problème assurantiel, au-delà de ce que j'ai pu évoquer tout à l'heure sur les enjeux, c'est le rendement du système. Si vous avez un système qui est à faible rendement, à ce moment-là, les groupements d'assurance se désengagent, comme ceux qui sont classiques, Groupama, etc. Aujourd'hui, on voit des replis effectivement importants. C'est vraiment la question du rendement. Et la question du rendement, ça veut dire qu'est-ce qu'on affecte à ce régime d'assurance. Il y a la cotisation directe, mais il y a aussi des financements complémentaires qui peuvent être apportés. L'État, dans son rôle de solidarité, apporte toujours des financements qu'on appelle un peu dos au mur. C'est-à-dire que quand on est vraiment en période de crise profonde, etc. Et parfois, ça coûte quand même. Moi, si je fais le calcul sur ce qui a été mis en œuvre sur le département de la Gironde, c'est quand même pas négligeable. Parce que contrairement au Gers, peut-être, ou à d'autres secteurs, nous, il n'y a pas de polyculture. Et nous, on a eu trop de volume. Et on a toujours trop de volume. C'est pour ça que sur 100 000 hectares, on en arrache 10 000, 10%. Et qu'on parle même de 20% d'arrachage au total. Donc on a trop de volume. Et derrière ça, il y a eu quoi? Il y a eu des mesures de distillation sur financement d'État. Et puis l'Europe a mis un petit côté aussi, sur le côté de l'arrachage, bien sûr. Vous avez eu de l'arrachage sanitaire, etc. Parce que quand vous avez des vignes qui sont abandonnées, ça participe au risque sanitaire sur l'ensemble du couvert. Donc c'est particulièrement inquiétant. Et donc la région a pris ses responsabilités aussi sur ces sujets-là. Et donc on voit bien que les réponses, elles sont multiples. Donc l'assurance, c'est une question de rendement du régime assurantiel. On pourrait très bien imaginer qu'il y a d'autres sources de financement qui viennent compléter le régime assurantiel pour lui donner un rendement un peu plus important. Je pense que les réponses sont multiples de toute façon. Il n'y a pas qu'une réponse en tant que telle. Quand on parlait de l'épargne de précaution, etc., les réponses sont multiples. Mais il y a quand même un caillou aujourd'hui dans la chaussure, notamment de la filière viticole, peut-être pas exclusivement, mais moi je le dis, c'est que la filière au niveau national est incapable de sortir un plan filière. On l'attend depuis des années. Et ça, c'est pas normal. Parce que compte tenu des enjeux qu'il y a d'adaptation au changement climatique, compte tenu des enjeux structurels et conjoncturels, structurelle parce qu'aujourd'hui, la déconsommation d'alcool amène évidemment à une évolution même de la gamme, etc. etc. S'il n'y a pas une vision prospective et stratégique suffisamment partagée par l'ensemble des appellations viticoles
qui est sur une base de négociation gouvernementale, mais qui sert de support de négociation à l'échelle de l'Europe, je suis désolé, on est un peu moins fort et on est moins puissant, sans doute que d'autres, qui ont tendance à parfois se débrouiller un peu mieux que nous, comme en Italie, en Espagne, en termes d'organisation collective. Donc voilà, il y a quand même quelques constats qu'il faut mettre sur la table. Donc, une stratégie filière peut-être plus affirmée, au moins pour la viticulture. Et dans cette stratégie filière, il faudrait donc avoir un volet gestion de risque plus développé qu'il n'est aujourd'hui. Monsieur Bay? Alors, pour répondre sur le premier point à monsieur le sénateur, c'est un aspect qui est peut-être passé un peu inaperçu pendant le salon de l'agriculture, mais il y a eu une conférence de presse de la filière viticole où a été présenté le nouveau plan de filière, justement, que vous espérez depuis quelques années, et on y travaillait depuis un an et demi maintenant, et on commence à arriver au terme. En fait, un plan de filière, c'est quelque chose qui n'est jamais figé et il y a toujours à travailler. Mais effectivement, tous ces aspects d'adaptation du produit aux nouveaux modes de consommation ou autres sont au cœur du sujet. Alors, on n'a pas développé plus que ça dans le plan de filière ce volet assurantiel que vous évoquez à l'instant. C'est peut-être une des pistes à explorer un peu plus. Je faisais la remarque à ma voisine il y a quelques minutes. Il nous manque un assureur à côté pour savoir s'il serait prêt à s'engager dans ce genre de démarche. Peut-être, effectivement, accompagner un agriculteur, je ne dis pas qu'un vigneron, mais un agriculteur en général, dans une démarche un peu plus vertueuse, alors peut-être basée sur des IFT moyens ou autres, et qu'à la fin de la campagne, on voit l'utilisation qui a été faite de produits phyto, de l'IFT utilisé, du nombre d'IFT qu'on a mis en œuvre pendant la campagne ou autre, et puis compte tenu du rendement obtenu par rapport à la moyenne régionale, je ne sais pas si ça peut s'imaginer ce genre de choses et être assuré par rapport à cet engagement environnemental et durable qui a pu être pris à un certain moment. Là, pour le coup, je parle là comme un livre, je réfléchis en vous parlant. Je ne sais pas ce genre de choses, si on peut l'envisager. En réalité, je ne sais pas même si un assureur a pu réfléchir à ce genre de choses pour accompagner, parce qu'ils doivent se rendre compte qu'à la fin, au-delà du fait d'assurer des gens, c'est aussi quelquefois des clients, puis si c'est des assurances mutualistes, c'est des adhérents qui disparaissent. Et donc, ça n'a d'intérêt pour personne, parce qu'à la fin, c'est des pannes de territoire, de vie dans nos campagnes qui plient les gaules. Donc, oui, on a quand même un enjeu fortement et on a quelque chose à réfléchir. Alors, quelque chose qui n'assurera peut-être pas le revenu de l'agriculteur, mais en tout cas qui lui permettra de passer l'année, soit en assurant les charges engagées, déjà, parce que trop souvent, déjà, même les charges ne sont plus engagées, donc l'agriculteur, il est immédiatement à la rue. Et donc, on peut peut-être envisager ce genre de choses. Je parle comme un livre, mais je n'ai pas le début du résultat de ce que je propose en réalité. Si je peux ajouter quelque chose. En effet, je pense que l'assurance, on parlait de l'assurance récolte aujourd'hui, l'assurance climatique, qui n'est pas... la plupart des agriculteurs n'y sont pas, hein, puisque, comme vous venez de le dire, le pourcentage assuré attendu n'est pas là. C'est vrai que le problème, la difficulté de l'assurance, c'est de savoir qu'est-ce qui va déclencher qu'est-ce qui va faire qu'on déclenche l'assurance, qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir y prétendre ou pas, quand est-ce qu'on doit prévenir l'assurance, parce que en fait, on est quand même, du coup, sur un... Parce que normalement, on est d'accord qu'une assurance, elle assure ce qui est imprévisible. Là, on est un petit peu plus dans ce qui est prévisible. Si on réduit nos phytos, on est un petit peu près sûr qu'on aura peut-être des soucis. Donc, on n'est plus dans un sujet imprévisible. C'est là où l'assurance, ça devient compliqué. Et sur quelle moyenne, sur quelle base ? D'accord, oui, donc en fait, c'est le caractère aléatoire qui est un des principes de base de l'assurance qui, de fait, est mis en cause dans des stratégies volontaires
de réduction des usages phytosanitaires. Mais alors, si on voit ces limites sur les usages, sur la mise en place de telles assurances, on voit aussi l'idée qu'il y a de personnaliser ou d'aller plutôt vers des systèmes qui seraient plus forfaitaires au niveau des différentes, du moins qui seraient plus forfaitaires, pour simplifier en fait la souscription. Et comment vous voyez que ça puisse s'articuler pour faire la part des choses entre justement un effort un peu continu de réduction des usages ou de baisse de l'IFT, si on simplifie, et puis la prise en charge d'accidents qui reste imprévisible parce que une année particulièrement pluvieuse et donc une explosion de milieu ou des conditions qui vont favoriser le développement de ravageurs. En réalité, le tout est de savoir si sur 10 années, on accepte qu'il y en ait 7 qui se passent normalement ou 8, et puis il y a 2 années où on est obligé de déborder parce que les conditions météo font que, et comme je le disais, la priorité du vigneron comme de n'importe quel agriculteur, ce sera quand même de récolter. Et donc, à un moment donné, on peut prendre des engagements très vertueux, mais si on voit que la récolte est en train de partir en live, on sort l'artillerie lourde. Et de toute façon, et là, pour le coup, la météo, elle s'impose à nous et on fait avec. Je ne suis pas sûr qu'en 2023, dans le sud-ouest, en bio, en HVE, en ce que vous voulez, pour tous ceux qui avaient des conditions particulières ou d'utilisation de doses de cuivre ou autre, je ne suis pas sûr qu'ils aient tous respecté les dosages. Je suis à peu près certain que non. Parce que tous les jours, ils voyaient la récolte qui se foutait le camp. Et donc, à un moment donné, pour beaucoup d'entre eux, en plus, malheureusement, la récolte s'est réduite à rien, malgré toute l'énergie qu'ils y ont mis. Et qu'est-ce que vous voulez faire à un moment donné? C'est des kilos de céréales ou des hectolitres de vin dont on vit. Et donc, on a tout intérêt à ce qu'il en reste sur les vignes. Après, sans doute que si on voulait raisonner une assurance prise de risque, entre guillemets, liée à de la réduction d'IFT ou d'utilisation de produits phyto, peut-être qu'il faudrait le raisonner du type assurance paramétrique. Et donc là, lié plus à des pourcentages d'IFT moyenne dans la zone, et que si on réduit ces IFT, eh bien, compte tenu de ce risque, on s'assure un peu pour se protéger par rapport à ce risque qu'on a pris. Je ne sais pas, ça me vient à l'esprit là en échangeant maintenant. Je ne sais pas, mais encore une fois, c'est exactement le genre de sujet qu'il faudrait avoir avec un assureur, avec un courtier, je ne sais pas, qui bâtit un produit, je ne sais pas, mais avec quelqu'un du métier en tout cas qui est concerné. On pourra leur poser la question tout à l'heure si certains veulent se positionner et ont une réponse à vous apporter tout de suite. Mais moi j'avais une question par rapport à cette gestion de dérogation. Pour vous, monsieur le sénateur, est-ce que c'est envisageable et dans quelles conditions et comment on arrive à le faire valoir auprès justement de citoyens qui a priori sont pas forcément à même de bien percevoir la nécessité ou d'accepter le fait qu'il y ait des traitements. Et est-ce qu'on arrive à le mettre dans les contrats que vous précisiez au départ? Alors, je pense que c'est un sujet qui est très important, justement. Et pour reprendre vos propos, moi, j'essaye, et je ne suis pas seul, heureusement, mais de mettre en avant la question d'objectifs et de voir comment ces objectifs, on peut les atteindre, même si, à un moment donné, il y a des aléas qui font qu'on n'est pas forcément dans ce qu'on peut attendre chaque année ou un moment T de consommation de produits phyto, etc. Et ce sont des éléments importants. C'est-à-dire que moi, j'évoque toujours la notion de contrat d'objectif et de performance réciproque. Et la question de la réciprocité
conditionne aussi l'accompagnement financier et des évolutions aussi culturelles ou des pratiques quelque part. Donc ces contrats d'engagement réciproque doivent se baser sur des objectifs partagés avec une échéance, évidemment, un calendrier. Et à partir du moment où on est dans l'épure, on peut accepter que, compte tenu de certaines incidences ou accidents, il y ait à un moment donné des dépassements qui soient autorisés sous forme dérogatoire parce qu'on reste dans l'épure générale. Et donc ça, ce sont des éléments importants qui peuvent se négocier. Pour le coup, ça participe d'une politique contractuelle qu'on peut mettre effectivement sur la table. C'est un des sujets que l'on porte également dans le cadre de l'eau, sur les politiques qualitatives et les politiques de sobriété, d'aller vers des objectifs d'engagement réciproque qui conditionnent l'accompagnement financier sous réserve d'atteindre ces objectifs à l'échelle de 4, 5, 10 ans, etc. Et on fait de l'évaluation de politique ensuite de manière assez régulière et on embarque un peu l'ensemble des parties prenantes. Ça, on peut le faire. Et moi, j'y crois. Parce que la filière, elle a beaucoup d'acteurs qui sont en position de responsabilité. Et ce qui importe les acteurs, c'est d'avoir de la lisibilité. Quand on parle de l'irrigation, ce qui importe les irrigants agricoles, c'est de savoir qu'ils vont quand même bénéficier, même s'ils vont devoir être plus sobres, d'un certain volume de ressources d'eau, mais qu'on va les accompagner à avoir une irrigation de plus en plus performante pour pouvoir atteindre des objectifs de sobriété, mais qui vont pouvoir avoir une forme d'assurance du fonctionnement de leur modèle économique parce que la ressource sera quand même au rendez-vous, même si elle sera un peu moins importante. Et ça, ces éléments, ils sont déterminants en termes de lisibilité. Et c'est valable aussi pour les différentes productions qu'il peut y avoir. Donc oui, on peut aller sur ces terrains-là, sous couvert de ce que je viens de vous dire. D'accord, mais on s'expose pas, si je me fais l'avocat du diable, on s'expose pas en fait à ce que des objectifs, des contraintes de court terme viennent très rapidement occulter les engagements qui seraient pris sur le moyen long terme. Oui, mais enfin, en matière de phyto ou en matière de consommation de ressources, etc., ce n'est pas des travaux que vous jugez au bout d'1 ou 2 années. On sait qu'on est inscrit sur le moyen et le long terme, de toute manière, sur ces sujets-là. Sauf quand on est en moment de crise. Et en moment de crise, c'est la question des cellules de crise, comment on les gère, etc. Et on a des moyens pour pouvoir le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc, Très bien. Alors, il y a eu des questions sur les assureurs. Alors, je ne sais pas si ceux qui sont dans la salle veulent répondre ou Oui, Antoine. Dimitri Ant- voulait. Alors, Il y avait Dimitri qui voulait intervenir tout donc, à l'heure. Dimitri. C'est bon? Ouais. Donc, en fait, vous ne parlez pas comme dans un livre, parce qu'on a eu la même ambition que vous, il y a 5 ans, en 2019, avec le projet Viti-Rêve. Et donc, on est parti, on a proposé des garanties optionnelles d'assurance de la transition agroécologique à la cave de Buzet et à la cave de Tutiac. Et donc, on a assuré, je crois qu'on était à 130 hectares d'assurés. Et on leur a proposé d'utiliser le plan de traitement assurable. Donc, c'est l'outil des Citraites proposé par l'IFV. Et donc, on les a assurés sur la base non pas d'un rendement historique, mais sur le meilleur rendement des 5 dernières années. On a fait du sans franchise parce qu'on considérait que ce n'était pas aux opérateurs économiques de porter le sujet de l'expérimentation. Et donc, on a eu 2 années faciles qui se sont bien passées, donc pas de sinistre. Et puis il y a eu une année où on a eu des pertes totales. Alors je ne sais plus dire, je sais en euros combien ça nous a coûté, mais bon, je ne sais plus dire si c'était une quarantaine d'hectares. Non, en dessous, c'était abusé. Enfin, on a eu un accident sur une année de très faible pression globale sur la Nouvelle-Aquitaine. Ouais. Abusé, l'expérimentation était sur 80 hectares. On a eu 12 à 15 hectares touchés, avec un équivalent de 4 à 5 hectares entièrement détruits, en fait. Donc avec une pression très très forte, très locale. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que la franchise, c'était un sujet, le rendement assuré, c'était un sujet, le coût, c'était un sujet. Donc, on s'est dit, autant partir sur une garantie paramétrique, comme vous l'évoquez là.
Et donc, on s'est rapproché de nos syndicats de producteurs pour essayer de récupérer les données de rendement. On s'est dit, on va modéliser les données de rendement, on va regarder les rendements qui sont réalisés, et puis on va regarder sur une dizaine d'années. Ça va déterminer finalement une volatilité. Cette volatilité, on va la comparer au rendement de l'année. Et puis, toute la différence, si l'exploitant utilise le plan de traitement assurable, eh ben, elle sera prise en charge par l'assurance, moins la franchise. Et le problème, c'est qu'on n'arrive pas à accéder à ces données. Il y a plusieurs personnes qui travaillent sur le sujet dans la salle, et on a un mal de chien à aller chercher les données qui nous permettent de modéliser correctement la volatilité des rendements. Et puis, peut-être un dernier point sur le sujet. Aujourd'hui, il ne faut pas penser que ce sont les assureurs qui vont faire la révolution de la transition agroécologique. Nous, on est super motivés pour accompagner des agriculteurs qui ont envie de le faire. Mais si les agriculteurs n'ont pas envie de le faire, on ne peut pas les accompagner. On ne peut pas dire l'assureur impose que vous changiez vos pratiques culturelles. Nous, on n'est pas là pour ça. On se dit la multirisque climatique, ça ne marche pas bien. Donc moi, je suis assureur à Groupama Centre-Atlantique. Je travaille à Niort, sur la Vendée, la Vienne, les Deux-Sèvres, Charente, Charente-Maritime, Gironde, Lot-et-Garonne, Dordogne. J'ai 100% de mes sociétaires qui sont assurés multirisque climatique en grande culture qui ont déclaré un sinistre cette année. Pour 30 € d'investis dans l'assurance en net, parce qu'il y a 70 € pour les pouvoirs publics, moi je rembourse 180 € cette année. On remet 40 millions d'euros dans le dispositif. Ceux qui sont, effectivement, il n'y en a pas beaucoup qui sont assurés, c'est à peu près 35 à 40% des agriculteurs. Mais ceux qui sont assurés restent assurés. Vraiment. Hein. Malgré le fait que les rendements baissent, parce que les aléas sont tellement intenses que le système reste un amortisseur au dispositif. Donc quand même, ce dispositif, même s'il a ses défaillances, ses défauts, ses problématiques, ça reste un amortisseur pour les aléas climatiques que rencontrent les agris. Donc voilà, je voulais juste donner ces éléments en complément. Antoine? Ça marche, là, c'est bon. Je fais la transition avec mon ami de Groupama. Nous on est courtier, on n'est pas assureur. Les assureurs sont nos fournisseurs pour nos clients. Donc nous, effectivement, on a choisi le volet de l'assurance paramétrique qu'on met en place depuis au moins 5-6 ans. On l'a parfaitement réussi sur les grandes cultures, puisqu'aujourd'hui, en paramétrique, on couvre 80 000 hectares de colza, notamment, sur des problématiques de bonne levée. On est sur la viticulture. On arrive aujourd'hui à trouver des solutions sur le gel. On est très présent sur la région de Cognac. La question, effectivement, qui se pose, et je rebondis sur ce que tu dis, c'est que nous, aujourd'hui, pour construire des modèles assurables, pour que les assureurs, pour qu'on les embarque dans ce projet, il nous faut réellement de la data, et c'est vraiment ce qui nous manque cruellement. Sinon, les assureurs, ils vont tarifer, mais ils vont tarifer avec une prime de risque du fait de l'imprécision de l'historique qui va être économiquement insupportable pour l'agriculteur. Donc, il faut réellement se mettre autour de la table pour compiler ces données qui sont obligatoires pour avoir une bonne tarification. Et l'autre sujet, c'est toujours le nerf de la guerre, c'est qui paye. Si au final, c'est l'agriculteur qui paye, moi j'ai tendance à dire aujourd'hui, quand je monte des dossiers avec des coopératives, je dis on va commencer par savoir comment vous allez financer le projet. Et là, c'est pareil, il faut savoir combien l'assureur va tarifer, mais surtout combien l'agriculteur est capable de payer. Et si aujourd'hui, on n'étend pas le spectre de la subvention au paramétrique, on ne va pas y arriver. Ça coûtera trop cher. Et si je vous dis, OK, je vais vous assurer le prix de l'assurance climatique sans subvention, il n'y a aucun agriculteur qui mettra 100% de la prime. Donc il faut la réflexion de savoir s'il faut travailler uniquement sur la multirisque. Moi, depuis le début, je prône pour l'ouverture au paramétrique pour assurer la réduction des phytos et notamment pour garantir le risque sanitaire qui n'est pas couvert aujourd'hui par la MRC. Ça, on est capable de le faire sur le paramétrique. Mais pour ça, il faut que vous ayez les coups des franches pour aller discuter bec et ongle auprès du ministère, auprès des partenaires, pour que l'assurance paramétrique devienne subventionnable.
Une petite remarque technique. Aujourd'hui, elle l'est. Il y a une assurance paramétrique qui existe, qui est l'assurance des prairies, hein. Eh ben, c'est un bon exemple. Donc, il faudrait rebondir sur cet exemple-là, sur la Viti. Et je pense que la prairie, ça marche effectivement sur du satellitaire. Aujourd'hui, on l'utilise beaucoup sur de l'imagerie satellitaire pour pour justement faire de l'expertise paramétrique sans expertise terrain. C'est assez compliqué sur la vigne, mais je pense qu'aujourd'hui, avec les OAD dont on dispose, il y a de la data disponible. Je pense qu'on est capable de construire un modèle qui puisse, de façon indicielle, garantir le risque sanitaire sur la vigne. Au moins à l'expérimenter. Avec plaisir. Je crois, Justine, qu'on a posé une question orale sur le sujet, non? On n'a pas? Oui, si mes souvenirs sont bons. Oui, sur le sujet de la data. Et pour rebondir sur le sujet de la subvention pour l'assurance paramétrique, on entre aujourd'hui dans une période, enfin on entre, façon de parler, mais je pense que c'est un sujet abordé par rapport à la prochaine PAC, pour le coup. On est en plein dans le timing de discussion du sujet. D'accord. Donc ça veut dire que pour la prochaine PAC, il va falloir qu'on arrive à augmenter les budgets et en fonction de ça, à faire bouger les modalités de couverture du risque de façon à ce qu'on améliore en fait cette couverture pour les agriculteurs et les viticulteurs. Mais je ne sais pas si je veux pas, je serai pas à Bruxelles pour négocier la PAC proprement dite. Là, je ne parle pas d'augmentation de budget. Par contre, à l'intérieur du budget qui sera voté, c'est la répartition des enveloppes dont on parle. Et est-ce qu'on voudra mettre un peu plus que ce qui est mis aujourd'hui pour la subvention MRC pour accompagner également de l'assurance paramétrique? C'est ces arbitrages-là qui devront être faits, à mon avis. Avec en soutien le plan filière qui, théoriquement, devrait fixer quelques priorités dans toute logique. Mais on va bientôt l'avoir, on va pouvoir le décortiquer, au-delà de la communication que vous venez de faire, si vous voyez ce que je veux dire. J'en parlerai à Bernard Farge, il viendra vous le présenter. Il faudra nous expliquer pour les non-initiés. On s'est compris. Ah oui, j'ai l'impression, mais comment, voilà. Très bien. Est-ce qu'il y aurait des questions ou des remarques dans la salle par rapport à ce qui a été dit et par rapport aux orientations qu'on pourrait donner? Alors. Merci. Oui, Flora Limage pour France Biocontrôle. J'ai une question un peu technique qui m'est venue là pendant les échanges. C'est plus peut-être par rapport aux assureurs. En fait, là, on parle de réduction des phytos pour des bioagresseurs, maladies ravageurs existants. C'est ce que j'ai compris. Est-ce que par rapport aux ravageurs et maladies émergents, est-ce que ça, c'est aussi envisagé dans les assurances parce que c'est aussi lié au changement climatique. Donc, je voulais savoir ce que vous en pensiez, plutôt côté assureur. Sur les maladies émergentes, on peut. C'est encore plus difficile que pour les maladies actuelles, non? Oui, c'est un sujet qui revient souvent, la question des ravageurs. Ça revient souvent en parallèle avec la question du sanitaire. La difficulté là-dessus aujourd'hui, et c'est un point qui a été un petit peu abordé sur les sujets plus techniques de l'assurance qui ont été expliqués ce matin, c'est que pour qu'on puisse assurer quelque chose, il faut qu'on puisse le modéliser, il faut qu'on puisse le mesurer. Et sur des risques avec des volatilités aussi importantes, des événements qui peuvent être aussi importants, on a aussi besoin d'avoir des garanties fortes en termes de réassurance. Donc il faut qu'on convainque la réassurance, en plus, que les modèles qu'on a en place fonctionnent pour pouvoir être réassurés. Et aujourd'hui, sur ces sujets-là, on manque de on a du mal encore, probablement pour des raisons de data, à avoir suffisamment de données ou d'antériorité pour pouvoir les modéliser. Et en plus, après, il y a des effets de comment le risque peut s'aggraver une fois que la situation est survenue, etc. Risque aléa moral, etc., qui vient être plus fort que sur le sujet climatique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le périmètre d'application de la MRC, c'est les conséquences directes et uniquement directes du climat. Et tout ce qui va être incidence derrière, ou sur lesquels on a aussi des moyens de contrôler ou diminuer les effets, sont exclus du périmètre, parce qu'ils sont aussi exclus des périmètres de réassurance.
Donc, si je synthétise, ça veut dire que les assureurs, du moins, ou je ne sais pas si je peux parler des assureurs en général, mais pourraient être les gestionnaires de garantie à condition qu'en fait, ça soit les pouvoirs publics qui portent ce risque. Corentin. Par rapport à l'accès à la donnée, je pense qu'il y a potentiellement des choses à faire d'un point de vue gouvernemental et de la représentation nationale, on va dire au sens large. Je pense notamment sur l'accès aux données de bioagresseurs. On a un vrai sujet là parce que ces données d'épidémiosurveillance étaient mises à disposition du public général jusqu'en 2018. Enfin, pendant une brève période, en fait, en 2017-2018, c'était très bien centralisé au niveau national. Et on se retrouve aujourd'hui avec une question de propriété de la donnée qui a été posée, qui a été demandée au ministère de l'Agriculture de la part de l'ACTA, qui est donc l'ensemble des instituts techniques, pour savoir à qui ils ont le droit de donner cette donnée-là. Donc on est passé d'une situation, enfin sans qu'il y ait de changement de statut de cette donnée, on est passé d'une situation où elle était accessible à n'importe qui rentrait son login et qui demandait un login et un mot de passe, à une situation où en tant que chercheur, j'ai pas de solution simple et directe pour accéder à cette donnée. Donc je pense que voilà, vous voyez bien à quel point là, ça peut être compliqué, et je pense qu'il y a c'est des données qui sont partiellement en tout cas financées par l'État, et donc je pense qu'il y a une vraie volonté politique à développer, à l'accès pour la recherche et éventuellement aussi pour l'assurance de manière plus générale. Par rapport, je voulais aussi parler de quelque chose de complètement différent. On a beaucoup parlé du changement climatique, et je pense que le changement climatique, il est tendanciel. Donc c'est quelque chose qui évolue. Et donc je me demandais par rapport à l'assurance, est-ce qu'on a des modèles aujourd'hui, des choses qui fonctionnent bien pour prendre en compte le fait que le risque, il augmente. Donc on ne peut pas se baser simplement sur le passé. Par contre, on peut éventuellement se baser sur la tendance du passé, sur les projections qui sont faites, parce qu'on a quand même des projections qui, bon an mal an, sont bien meilleures que de considérer que c'est plat, que le futur est simplement la continuation du passé d'un point de vue simplement plat. Et donc il me semble que c'est absolument crucial, vu la vitesse à laquelle on avance, de prendre en compte les tendances d'augmentation des risques, et ça pour tous les domaines. Et il me semble que c'est... là, moi, je suis aussi fournisseur de données par rapport à la donnée défi, puisque ce que j'ai présenté ce matin, c'est qu'on a une API qui permet pas d'avoir la donnée individuelle, mais d'avoir les données agrégées. Donc, je demande que ça, de donner cette donnée-là. Je ne peux pas la donner de manière individuelle parce qu'il y a des problèmes de confidentialité. Mais par contre, d'un point de vue agrégé, je suis disponible. Par contre, si vous utilisez ça, par pitié, faites du tendanciel. Parce que le changement climatique, il est en cours et il va très vite. Et si vous voulez des informations là-dessus, on peut aussi vous aiguiller vers les données qui permettent de prendre ça en compte, quoi. Donc voilà, c'était l'ensemble de ce que je voulais dire. Merci. Je voudrais rebondir. En effet, ce que vous dites est très pertinent, parce que si on se base que sur le passé, l'assurance qui sera mise en place va vite rencontrer d'autres problèmes, c'est certain. D'autres aléas climatiques, d'autres insectes qui vont apparaître, d'autres maladies auxquelles on ne pense peut-être même pas aujourd'hui. Donc en effet, il faut arriver à faire des prospections avec le changement climatique en tenant compte du passé et en essayant d'évaluer au mieux le futur. L'accompagnement des pouvoirs publics doit être conditionné aujourd'hui à des engagements clairs, notamment au niveau des filières. Donc c'est pour ça, c'est d'où l'importance d'un plan filière. Après, je vais le lire en détail. Mais au-delà même de cela, c'est logique qu'il y ait une forme de conditionnalité. Après, je regardais Ambre, mais dans le cadre du casier viticole, on n'arrive pas à faire remonter suffisamment les informations, en l'occurrence, mais il faut regarder qu'est-ce qu'il y a derrière. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'il faut quand même se le dire, il y a un moment donné, il y a un manque de volonté de transparence. Parce qu'à regarder d'un peu trop près, on analyse un peu plus près aussi les pratiques. Et donc, dans la mise à disposition des datas, à certains niveaux, il y a quand même ce sujet-là. Hein. Donc, il faut, à un moment donné, clarifier aussi un peu les choses. Hein. Non, peut-être pas. Mais pour d'autres, je pense que c'est quand même un peu le cas. Hein, notamment sur les produits phyto, quand même. Hein.
Mais les entrées et les sorties sur les produits phyto en termes de territorialisation, c'est un petit peu plus compliqué, hein, de savoir où ça a été acheté, comment ça rentre. Et oui. Et c'est loin d'être négligeable. D'accord ? C'est loin d'être négligeable. C'est juste un exemple. Mais l'intérêt, c'est d'être dans un dialogue aussi et d'objectifs, et notamment si on a effectivement une contractualisation, une négociation au niveau national, voire au niveau européen, qu'est-ce qu'on met dedans en termes de conditionnalité pour effectivement avancer ensemble, hein. Et je crois qu'il faut le faire, il faut être plus clair maintenant, parce que les enjeux ils sont considérables. Sur la question du tendanciel, ça c'est une question qui est absolument majeure, mais aujourd'hui se pose la question du coût du sauvé, c'est-à-dire la prévention en fait. C'est-à-dire que l'assurance, elle est là pour assurer quand d'un seul coup il y a un risque majeur, mais le coût de la prévention aujourd'hui doit être de plus en plus intégré dans nos politiques. Si vous prenez l'exemple des inondations, 1 euro investi permet de sauver 7 euros à l'arrivée. Mais si vous ne les investissez pas, c'est l'assurantiel qui va le prendre en charge. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc les modèles sont tellement poussés à la limite qu'il faut maintenant peut-être aussi réinventer en termes de politique de prévention, de redonner aussi des capacités qui vont éviter que le tendanciel soit à un moment donné inacceptable et insupportable. Donc je tiens à le préciser aussi, c'est un élément important. Et ça pose la question effectivement des changements de l'assolement en France. J'ai fait moi-même un site qui permet d'utiliser les changements climatiques à travers des analogues climatiques. En tout cas sur certains paramètres, Paris, pour 2050, devient Montpellier près 2000. Donc on ne peut pas rester à culture constante, c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'on a aussi des projets là-dessus, pour essayer de voir comment est-ce qu'on fait évoluer les cultures, qu'est-ce qu'on met comme nouvelle culture. Est-ce qu'on peut faire de la tequila dans le sud de la France, là on peut plus faire de la lavande? C'est une vraie question que je pose. Ou du vin. Non, là, sur les plateaux de... Vous ne pouvez plus. Hein. À cet endroit-là, ce sera plus possible. Non, mais faire la tequila à la place du vin, c'est ça. Alors éventuellement à la place du vin, mais je pense que le Bordelais, on n'est pas encore tout à fait à pouvoir mettre de l'agave. Mais par contre, les terres les hauts plateaux de Provence, il n'y a plus rien qui pousse. Même la lavande n'arrive plus à pousser. Donc c'est juste un exemple que je donne. Mais toutes les cultures sont en train de remonter. On a déjà quelque chose de très marqué. Et je pense que ça aussi, c'est peut-être quelque chose qui est peut-être pas assez pensé. On a tendance à penser que les grandes cultures, vu que c'est des cultures annuelles, on peut toujours remettre son métier sur l'ouvrage tous les ans. Et du coup, à pas forcément penser ce développement. Cette pensée-là est beaucoup plus présente en viticulture. Je pense dans le Bordelais, chez vous, il y a vraiment énormément de réflexions qui ont été faites là-dessus, avec des impasses qui ont été constatées aussi parfois peut-être. Mais je pense qu'en grande culture, peut-être que cette notion de comment le risque en tendanciel augmente et comment on peut le mitiger en changeant les assolements, elle n'est pas encore très très présente quand même. Et tout simplement parce qu'il n'y a pas d'appel à projet là-dessus. Très bien, il y a une autre question. Bonjour, Guillaume Le Guenillec de la FNEDT, la Fédération des entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers. Je m'étonne depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on est un petit peu en train d'essayer d'augmenter la surface du parachute pour ne pas avoir à changer la hauteur de la chute. Donc je vais partager la réflexion sur les assolements. Et je regrette un peu qu'on n'ait pas évoqué d'autres modèles. J'ai en tête des modèles notamment développés à un échelon local par des agences de l'eau ou des syndicats de bassins versants. Alors c'est plutôt sur l'IFT herbicide pour faciliter le recours aux outils de désherbage mécanique, plutôt que de donner des enveloppes pour l'achat d'outils de désherbage mécanique type bineuse ou RC-Tri. Ils ont créé des modèles dans lesquels on va confier l'activité de désherbage mécanique à soit une CUMA, soit une ETA, peu importe, qui elle sera formée pour le faire. L'agriculteur n'a donc pas à investir, et ensuite cet agriculteur-là, il peut adresser sa facture à la collectivité locale ou au porteur, qui lui rembourse l'activité. Ça a en plus un double avantage, c'est que du point de vue de l'argent public, on sait tout de suite qui et où ça a été utilisé. On n'a pas du tout évoqué ces aspects-là aujourd'hui. Parce qu'au travers des PSE, des services environnementaux, ça y participe. Après, les modalités de mise en œuvre
peuvent varier. Il peut y avoir des propositions de ce type, il peut y en avoir d'autres, mais c'est le principe. Le principe, c'est un peu celui-là, c'est vraiment de qualifier et de structurer, de développer les services environnementaux comme des services rendus, pour le coup, pour le compte d'une collectivité, de pouvoir l'intégrer ensuite dans le modèle économique de l'exploitation. Ça paraît normal, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on oblige à une contrainte, quelque part, on crée aussi les conditions de pouvoir financer une réponse dans des niveaux acceptables par la personne qui va exploiter effectivement les terres. Mais vous avez raison de citer ces sujets-là. C'est pour ça que d'entrée de jeu, quand j'ai parlé de la protection des aires de captage, je sais que ces sujets-là vont vraiment monter en puissance et qu'il faut qu'on trouve toutes ces solutions-là pour permettre d'améliorer cette protection des aires de captage. Parce que, pour reprendre ce que vous disiez, en termes de tendanciel, il est comme ça, là, sur l'eau. Hein. Il est vraiment très puissant. Ces outils-là émergent essentiellement dans les zones de polyculture élevage, en plus. C'est ce qui est un peu paradoxal. Donc, bonjour, Barbet Thibault, agence de l'eau Seine-Normandie, pour parler un peu sur les agences de l'eau qui ont été citées et sur les aires d'alimentation de captage, a fortiori. Pour faire un peu un contexte, vous parliez forcément des producteurs que vous avez et des consommateurs que vous avez vis-à-vis de vos produits. Nous, côté agence de l'eau, on n'est pas directement producteur, mais on a quand même des consommateurs, à savoir les consommateurs d'eau potable. Et effectivement, pour illustrer le point de la tension qu'il peut y avoir, c'est quand on demande vis-à-vis de la logique de réduction de phyto et pourquoi on peut être intéressé par justement les systèmes d'assurance, c'est qu'il y a un peu un sujet que, in fine, en fait, le consommateur va finir par payer. C'est-à-dire que votre prix de l'eau, ça, sur le bassin Seine-Normandie, donc tout le bassin de la Seine et la région Normandie, il est passé d'1,50 € en 2019 à 2023 à peu près en moyenne de 20, de 40. Vous avez fait plus 50% en 4 ans. Bon, ce n'est pas spécialement que lié à l'inflation. En fait, vous avez déjà des sujets, en fin de compte, de potabilisation de l'eau potable, ce que Chart a présenté, qui est aussi sur notre bassin et que nous accompagnons dans leur démarche PSE, où vous avez 3 usines de potabilisation. Le sujet de l'assurance et le sujet justement des aspects préventifs, le PSE qui peut être présenté, c'est justement ce qui a été fait du coût évité vis-à-vis des traitements. On a vu les manifestations agricoles vis-à-vis de toute la rémunération et des sujets contraintes environnementales. Ce qu'on a moins vu et que nous, on observe sur notre bassin, on commence à avoir des manifestations de consommateurs d'eau, notamment en territoires ruraux, où on peut avoir des sujets où on a un syndicat d'eau qui a déployé un outil sur une aire d'alimentation de captage. On a un projet PSE préventif, ça coûte à peu près 1 million d'euros. Il n'y a pas eu le sujet phyto de traité. Ils ont 5 usines de traitement à 7 millions chacune à financer. Donc ils ont 35 millions d'un coup à trouver à amortir dans leur prix de l'eau. Donc c'est un sujet que, effectivement, le coût va être réparti pas uniquement sur la production agricole et in fine, effectivement, il y a beaucoup le consommateur final qui va payer. Donc ça ne se retrouve pas dans la valeur commerciale, ce que vous avez présenté, mais ça se retrouvera dans une autre valeur d'un autre produit, in fine, qui là, nous, on l'observe vis-à-vis des sujets de l'eau. Concernant le sujet de l'accessibilité des données, ou plutôt de leur accession, effectivement, c'est un sujet qu'on rencontre aussi nous, parce que c'est un sujet où on était intéressé sur l'assurance phyto, et moi j'ai discuté avec différents territoires pour essayer de faire une assurance adaptation au changement climatique. Le problème, c'est qu'on n'a pas cette accession aux données, notamment, alors nous du côté irrigant, par exemple, sur les sujets quantitatifs, vis-à-vis de pouvoir justement connaître les volumes utilisés. Et c'est la même chose que dès qu'on commence à questionner les pratiques, d'un coup, il y a une question de braquet. Et donc, d'un coup, il va y avoir un sujet de transparence aussi. Donc, c'est un sujet où, effectivement, il va falloir mettre du dialogue, mais effectivement, il va y avoir des gens qui vont finir par payer à la fin. En ce moment, ça va être beaucoup les consommateurs. Il y a le sujet de quelle part prend l'État. Mais c'est un sujet où il va falloir avancer parce qu'on ne va pas pouvoir mettre en opposition consommateurs d'eau, consommateurs alimentaires, de part et d'autre. De toute façon, ce sont les mêmes. Et ça sera finalement le même budget qui sera tapé dedans à la fin. Une réaction ? Peut-être pour conclure. Alors, il y a un point sur lequel je suis surpris, c'est quand on nous dit qu'on n'a pas accès aux données. Parce que quand je m'assure, je suis obligé de présenter mes rendements des 5 années précédentes pour justifier le rendement auquel je peux m'assurer. Que ce soit en vigne, en grande culture, je produis les rendements que j'ai eus les 5 années précédentes à l'assureur. C'est obligatoire. Oui, non, mais par rapport à ces données de rendement et autres, donc
Là, je suis un peu surpris qu'on n'arrive pas à les collecter. Et pour aller un peu plus loin, dans ma cave coopérative, c'est nous qui refaisons monter toutes les données pour notre assureur qui nous fait le contrat groupe de la cave coopérative. Donc, c'est la cave, c'est même pas le vigneron individuellement, c'est la cave qui fait remonter toutes les données de rendement de chacun des vignerons qui est inscrit au contrat groupe. Donc, je pense qu'à un moment donné, ces données-là, on doit pouvoir les remonter. Alors, c'est sans doute pas simple, je ne vais pas vous le vendre mieux que ça n'est, mais en tout cas, je sais que moi, je suis obligé de les présenter tous les ans quand je fais mon contrat d'assurance, quand même, des 5 années précédentes, pour calculer la moyenne olympique. Et ensuite, il y avait la question tout à l'heure des ravageurs nouveaux qui débarquent sur le territoire. Et alors là, il y a 2 ou 3 sujets qui apparaissent, une bactérie sur les oliviers. Il y a une cicadelle africaine qui débarque dans les vignes, qui grille toutes les vignes et qui résiste aux insecticides. Ça tue nos cicadelles à nous, mais les autres résistent. Et sur le coup, j'y repensais pas, mais il y a 10 ans de ça, j'ai perdu 2 hectares de kiwis à cause d'une bactérie. Et la PSA, et là, c'est la coopérative qui a fait un geste qui m'a accompagné pour... j'ai arraché 2 hectares détruits et qui m'a accompagné en me payant une partie des plants pour que je replante, pour que je puisse replanter. Mais point barre, je n'ai pas eu d'autre aide que de... C'est la solidarité des autres producteurs de la coopérative, entre guillemets, qui a participé à l'effort pour m'aider à redémarrer. Les collègues également, parce que je n'étais pas le seul touché par la bactérie dans le sud-ouest, et certaines variétés, plus que d'autres, étaient touchées. Mais en tout cas, à date, à ma connaissance, c'est l'effort qu'on a fait nous-mêmes pour redémarrer face à des envahisseurs nouveaux. Je vous en prie, allez-y. Je voulais juste ajouter une petite chose, parce qu'en fait, vous dites que le citoyen paye à la fin, oui, mais aujourd'hui, l'agriculteur paye plus que le citoyen à la fin. Il ne faut pas oublier que nous, on est sur le marché, donc on est l'un des rares métiers qui a le droit de vendre à perte, puisque de toute façon, on ne décide pas de notre prix de vente, à moins d'arriver à s'organiser sur des collectivités, etc., où c'est différent. Mais enfin, si on prend les grandes cultures, le blé, etc., et on paye sur chaque produit une redevance pollution diffuse sur chaque phyto, et qui représente, sur 1 hectare de blé, 13% de la charge phytosanitaire. Donc, il ne faut pas oublier que cette charge-là, elle n'est pas remise. Enfin, il n'y a personne qui la paye en dehors des agriculteurs. Et c'est là où il est important de dire que l'assurance doit être partagée par tout le monde, parce qu'on supporte déjà une redevance pollution diffuse, comme son nom l'indique, est liée à la pollution. Et ça, il n'y a que nous qui la prenons en charge. On ne peut pas la répercuter à personne. Voilà. Dites-moi comment on peut la répercuter. Franchement, je ne vois pas. Alors, juste peut-être une réaction. Là où j'ai une nuance quand on dit que c'est toujours le citoyen qui paye à la fin, sauf dans un marché concurrentiel, notamment à l'export. Enfin, il faut quand même le préciser. Or, en matière agricole, en l'occurrence, c'est quand même un élément qui est loin d'être négligeable. Et donc la question qui est toujours posée, des surtranspositions par rapport à des obligations que nous aurions en particulier en France, etc., peut s'entendre à certains moments dans le cadre d'un marché effectivement vraiment concurrentiel à l'échelle de l'Europe, mais aussi à l'échelle internationale. Et donc, dans ce cas de figure, à partir du moment où vous dépendez d'un cours et que vous ne le fixez pas, évidemment là, tout ce qui va impacter le modèle va impacter effectivement le rendement économique. Donc ça, effectivement, on peut l'entendre. Bon, après, c'est toujours le problème de trouver des modèles plus vertueux en termes de pour donner une véritable rémunération, une rémunération qui soit plus juste, et ça reste un sujet qui est pendant, notamment quand on a une agriculture qui est plutôt en avance par rapport à d'autres, même si elle n'est pas sans défaut, mais qui est plutôt en avance par rapport à d'autres, vis-à-vis d'autres pays. C'est-à-dire comment on rémunère effectivement derrière. Donc ça, c'est quand même un sujet de fond. Là où par contre vous payez un peu moins,
que l'usager ordinaire, c'est sur l'eau. En matière, pour le coup, si on fait le point au niveau des agences de l'eau, des redevances, etc., ça reste un vrai sujet. Donc il y a parfois un effet de balancier qui se crée aujourd'hui et qui reste aujourd'hui un peu pendant. Et quand on dit sur l'eau, in fine, au bout du bout, le cercle il se referme, c'est que le financement des services environnementaux des MAEC passe la plupart du temps par le biais des agences de l'eau. Et donc, quelque part, dans ce qui est payé à l'agriculteur, il y en a 75% qui a été payé par l'usager, pour dire court. Voilà. Donc, faut pas. Et ça participe d'un équilibre global, mais il faut aussi l'avoir en tête. Et donc, après, dans les enjeux environnementaux, de l'eau potable, etc., on voit bien qu'il y a des relations de cause à effet qu'il faut savoir mettre sur la table en bonne intelligence et de savoir comment on peut effectivement avancer ensemble. Mais moi, j'y crois. Je pense qu'on peut trouver des cercles et des modèles pertinents qu'il faut essayer de développer. Et je voudrais dire aussi que sur l'évolution des assolements, on a une petite difficulté pour qualifier des nouvelles filières dans notre pays. Parce que ce n'est pas toujours simple. On évoquait sur le chanvre à un moment donné, dans certains territoires, vous avez des cultures qui peuvent avoir beaucoup d'avantages, mais encore faut-il que la filière soit bien qualifiée derrière. La plante, vous pouvez l'utiliser de A jusqu'à Z, mais si vous n'avez pas une filière qui est qualifiée derrière, qui permet d'avoir des débouchés commerciaux, vous pouvez toujours faire évoluer vos assolements, mais ça ne va pas suffire. Et donc, il y a cette question-là. On a quand même, je ne veux pas redévelopper, mais on a quand même à la FOP développé la filière. En mon sens, la filière est développée, en tout cas sur les produits, les oléagineux, les protéagineux. Il existe une filière. La filière, elle est en place, de l'amont à l'aval. Sur la filière chanvre, en Bretagne, par exemple, elle est un peu en régression parce qu'il y avait un transformateur qui était important et qui a fermé les portes. On a en Seine-et-Marne aussi une filière chanvre qui est pareil, qui est de l'amont à l'aval, qui est très développée. Alors moi, après, ça dépend des territoires. C'est toujours, il faut un industriel à l'autre bout qui fonctionne aussi. Très bien, merci. Je pense qu'on va s'arrêter là pour notre débat. On voit bien un peu la complexité du sujet qu'on n'a pas complètement épuisé. Ça nous laisse quelques pistes de réflexion pour nos futurs travaux. Je vous remercie d'avoir participé à cette table ronde, d'être venu amener vos contributions. Et puis je pense qu'on aura l'occasion de pouvoir réaborder ces futurs sujets, du moins ce sujet, dans de nouveaux contextes ou dans de futures occasions. Et puis je vais laisser le mot de la fin à Marc, pour qu'il nous dise rapidement ce qui va en être.